discussion à bâton rompu avec l'attaché de presse des éditions Delcourt. À cette époque-là, il venait juste Delcourt de récupérer à son catalogue l'adaptation du Montespan de Telet par Philippe Bertrand. Et voyant ça, voilà, en discutant, j'ai dit mais moi j'adore les romans de Telet et puis surtout ces romans historiques, j'en ferais bien, j'en adapterais bien un. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis j'ai proposé, on m'a dit mais propose, j'ai proposé mangez-le si vous voulez. Et là tout le monde m'a dit non, laisse tomber, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'effectivement le roman étant très, très violent, très trash, c'est abominable. Donc du coup il y avait un côté casse-gueule qui était pas évident. Mais on m'a dit mais attends, là il est en train d'en écrire un en ce moment, tu verras, ça pourrait coller avec ton univers et tes envies. Et donc voilà, quand le roman est sorti, quand Charlie Neuf est sorti, je suis tombé dessus dans les rayonnages de librairie, je l'ai acheté, je l'ai lu et je me suis dit banco, on y va, celui-là je le sens vraiment bien en BD, autant l'époque que le sujet, c'était parfait. J'ai la chance quand même d'avoir une bonne relation depuis des années avec Delcourt, donc il y a une confiance quand même qui s'est installée. Donc quand j'ai dit ouais, j'ai envie de le faire, voilà, ça s'est fait très très vite, j'ai pas eu besoin de faire des planches, je les ai prévenus, je leur ai dit mais je vais changer de style, ce sera pas du réalisme comme je peux faire par ailleurs. Je les avais prévenus que j'avais des grosses envies de changement, à la fois graphique, mais aussi dans le format du livre, dans la pagination. J'avais vraiment envie de faire un gros livre où je pouvais raconter autrement, en fait. C'est quand il a été décidé qu'on le faisait, Telet m'a appelé, il était allé voir un peu ce que je faisais par ailleurs, et du coup il m'a passé un coup de fil, tout de suite il a été très, très sympathique et plutôt bienveillant, et il m'a dit d'entrée de jeu, il m'a dit écoute, maintenant c'est ton bouquin, moi je suis très content que mes bouquins soient adaptés, que ce soit en BD, au cinéma ou ailleurs, mais maintenant c'est ton bouquin, tu en fais ce que tu veux, voilà, je ne serai pas sur ton dos pour te diriger, quoi. Donc ce qui moi m'allait très bien, hein, c'était l'envie de faire un bouquin en solo aussi, donc c'était parfait. Et puis il a suivi je lui ai envoyé les pages, hein, évidemment, pendant toute la réalisation, et ça a été que des encouragements en fait de sa part. Et on s'est jamais rencontrés jusqu'à la sortie c'est à la sortie du livre qu'on s'est rencontrés. On s'est toujours eu avant par téléphone ou par mail, donc c'était assez rigolo. Ouais. C'était vraiment là derrière, à chaque fois qu'il recevait des pages, il m'appelait, il me disait c'est super, ah là là, je suis impatient de lire la suite, quoi. Donc enfin, il n'y a rien de mieux pour un auteur qui fait un livre que d'avoir son aimé, on va dire, qui est encourageant tout au long de la réalisation du livre. Ouais. Ce qui était intéressant dans Charlie Neuf, dans le roman, au départ, c'est qu'il était quand même relativement court. Il fait à peine 250 pages dans mon souvenir, par rapport à d'autres romans comme le Montespan ou Villon qui sont beaucoup plus longs, ça me paraissait moins évident sur d'autres romans. Sur celui-ci, je me suis dit bon là il y a moyen de rester fidèle, parce que j'avais envie de rester fidèle à l'esprit du roman, mais évidemment la principale difficulté c'est de faire des coupes, quoi. Faut tailler dans le gras, on est obligé, hein, résumer 250 pages de roman en 120 pages de BD, inévitablement il faut en laisser de côté, mais ça m'est venu assez naturellement. Je me suis pas posé énormément de questions sur ce que je garde, je l'ai fait vraiment au fur et à mesure. Ça me faisait envie, ça me faisait moins envie, voilà, j'agissais comme ça. Ce que je voulais au départ, c'était vraiment retrouver un équivalent au rythme du roman dans la bande dessinée. Ce que je trouvais génial dans le roman, c'était qu'on a un premier chapitre et un dernier chapitre qui sont assez longs, et tous les autres chapitres sont très très courts, et le rythme est très rapide. Je voulais absolument conserver ça. Donc du coup je suis parti, le premier chapitre, donc les 2 heures avant la Saint-Barthélemy, où la reine-mère et les conseillers essayent de convaincre Charles IX d'ordonner le massacre en huis clos, une scène en huis clos comme ça. Celle-ci, je suis resté vraiment très très fidèle jusque dans les dialogues. Alors évidemment j'ai coupé, hein, mais jusque dans les dialogues je suis resté très fidèle au roman. Et puis j'en ai fait un gros chapitre
chapitre de 15 pages, et à partir de là, il y a un cut, une page noire, et ensuite on montre juste le résultat du massacre avec une grosse rupture graphique. Et ensuite, tous les chapitres, je les ai enchaînés assez rapidement, quoi. C'était vraiment mon point de départ, c'était ça, rester dans le rythme du roman que je trouvais parfaitement adapté à la bande dessinée. Envie de changement graphique. Quelque part, c'était une manière aussi de revenir à mes premiers albums, qui maintenant datent d'il y a 20 ans, un peu quasiment. Où j'ai commencé, quand j'ai commencé la BD, c'était semi-réaliste ce que je faisais. Puis à partir des striges, là, je suis rentré vraiment dans la BD dite réaliste, de genre. Et il se trouvait qu'à un moment donné, dans les striges, j'ai eu envie de prendre un peu l'air, de récréation, donc je me suis mis à faire des one-shots comme Après la nuit ou le troisième jour, qui me changeaient d'univers, mais qui restaient là encore dans un registre graphique assez réaliste. Et depuis quelque temps, l'envie de vraiment changer radicalement de style et de revenir à quelque chose de plus caricatural me tiraillait. Et donc là c'était vraiment, ça faisait partie des volontés que j'avais en faisant ce bouquin. C'était ok, je vais faire quelque chose de très différent. Pour autant, j'ai quand même, en revoyant l'album, la sensation qu'il y a des moments où le naturel revient au galop et que ça redevient réaliste sur certaines scènes, presque malgré moi. Mais en même temps, le récit s'y prête. Comme je disais, ça se prête à tous les changements de style. Donc, c'était une vraie envie de quitter pour un temps le réalisme. Et puis, c'est du fait aussi que j'avais enchaîné un 13 Mystery avec les striges. J'avais fait plusieurs albums qui restaient dans le même registre. Et là, j'avais vraiment gros besoin de changer d'air, là, pour le coup. Je voulais pouvoir tout me permettre, en fait. Pouvoir me permettre tous les changements, toutes les ruptures possibles. Et j'avais envie d'explorer des registres graphiques différents dans ce bouquin. Le récit me le permettait. Donc, j'ai pas hésité une seconde. Et je me suis même pas posé la question de savoir est-ce que le lecteur va suivre, va accepter ces changements qui sont parfois brutaux. Je me suis dit non, il l'acceptera parce que ça correspond au récit, en fait, à ce qu'on raconte. Il y a tout ce début, effectivement, en huis clos, qui est avec très sombre, éclairé par 2 bougies, enfin, où là on est vraiment dans le clair-obscur. Puis ensuite on passe à l'après-massacre, donc où là on est dans des teintes. Je voulais qu'il y ait une rupture très brutale pour le lecteur. Et puis ensuite, quand on revient dans la vie quotidienne du roi, là je repasse dans un dessin plus classique, avec des lavis, avec des modelés, des aplats de couleurs, enfin quelque chose de plus doux en fait. Et puis à certains moments dans le récit, j'avais envie de recréer d'autres ruptures graphiques à tel ou tel endroit pour à nouveau bousculer le lecteur dans sa lecture, quoi. Dans l'album, je me suis permis des libertés. J'ai pris des libertés. Il y a des scènes que j'ai réécrites en fait. Et c'est assez drôle parce que quand Jean Telet m'appelle au téléphone, il avait tout relu à la fin. Puis il me dit mais il y a des moments où je lisais la BD et je me disais mais je me souvenais pas d'avoir écrit ça. Et il dit je suis allé vérifier quand même. Et effectivement, donc je lui ai dit ouais j'ai pris quelques petites libertés, j'ai fait des petits ajouts et voilà ça passait très bien et ça lui allait très bien, donc c'était parfait, quoi. C'était simplement bêtement la volonté de casser le rythme de lecture. La citation de Peyo, elle arrive à peu près au tiers du bouquin. J'en arrivais là avec, comme je disais, cette succession de petits chapitres, de petites anecdotes qui s'enchaînent les unes après les autres, qui font 2-3 pages, et arrivé à une quarantaine de pages, j'avais peur qu'il y ait une espèce de monotonie qui s'installe dans la lecture,
Et je me suis dit, je vais casser ça par une grosse rupture graphique. J'en ai déjà fait une au début avec la Saint-Barthélemy. Là, elle va être très différente et certainement surprenante, mais contrairement à la rupture graphique de la Saint-Barthélemy qui est brutale et violente, celle-ci, elle va être plutôt drôle, quoi. L'idée, c'était de surprendre et puis de provoquer un éclat de rire, quoi. Qu'est-ce que ça vient faire là, enfin. Et ce passage-là dans le récit s'y prêtait, puisque c'est un chapitre que j'ai intitulé le pâté de Mauviette. C'est une des anecdotes les plus grotesques du récit. Donc je trouvais que ça s'y prêtait très bien à changer de style, à faire du gros nez, et puis au passage à faire une petite citation et à la manière de réaliser des planches à la manière de Peyo. Alors évidemment, je me suis dit, bon là, cette intention-là, je pouvais évidemment pas l'expliquer en amont. Quand j'ai essayé d'expliquer que j'avais des envies comme ça de changement à l'éditeur, bon, personne comprenait rien, donc j'ai dit, je vais faire les planches et puis je les enverrai. Et effectivement, quand ils les ont reçues, tout le monde m'a fait, mais pourquoi Alors bon, j'ai argumenté, j'ai dit voilà, en plus c'est le roi qui raconte cette anecdote qui lui est arrivée la veille, donc je me suis dit voilà, c'est une sorte de flashback, donc on peut y aller sur le changement. Et puis voilà, cette volonté de casser le rythme de lecture. Et puis j'ai réitéré ça aux 2/3 du bouquin avec un portrait équestre de Charles IX réalisé par Maurice de Bever, donc qui était le vrai nom de Maurice, auteur de Lucky Luke. Et voilà, ces petits clins d'œil étaient vraiment là pour provoquer un petit éclat de rire et puis faire une espèce d'interlude dans le récit, quoi, aux 2/3 du récit. Donc c'est comme ça que je les ai abordés. Et aujourd'hui, il s'avère que tout le monde me parle de ça, évidemment. C'est normal, quoi, ça surprend. Parti pris graphique très fort et chromatique très fort faisait partie intégrante de ce récit-là. C'était un récit qui pouvait pas être en demi-teinte tout du long. Il fallait que ce soit une espèce de douche écossaise permanente, quoi, ce récit. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, quoi. Et du coup, la couleur me permettait d'accentuer ça. Il y avait les changements graphiques, mais il y avait aussi les ruptures chromatiques assez violentes. Et puis voilà, le rouge et le noir, bon, déjà symboliquement, on va pas s'étendre dessus, mais le rouge et le noir, même en termes d'émotion, c'est d'une brutalité inouïe, quoi. Et quand on y met à côté du blanc et des gris très pâles, ça crée des contrastes qui, pour moi, sont parfaitement représentatifs de ce récit-là, quoi. Donc c'était un vrai parti pris dès le départ. J'avais l'intention d'opérer des changements assez brutaux comme ça, ouais. La première raison, c'est que quand j'ai démarré l'adaptation, je pense que malgré moi, c'était quand même Jean Telet, enfin quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et donc je pense que voilà, j'ai conservé au maximum. J'ai eu peur de toucher ces textes au début, donc j'ai vraiment été très très fidèle au dialogue de Telet dans la première partie du livre. Et puis petit à petit, j'étais de mieux en mieux dans le récit, et je pense que j'ai réussi, sans même m'en rendre compte, à m'en détacher légèrement sur la deuxième partie du récit. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'en me relisant, que la première scène, même si je voulais la conserver telle qu'elle, c'est vrai que les dialogues très littéraires de Telet, en bande dessinée, il y a un risque. Mais je me suis dit, tant pis, je garde ça sur le début. En revanche, j'ai fait de plus en plus attention au fil du récit à les simplifier, quoi, à les rendre un peu plus adaptés à la bande dessinée, quoi, et moins lourd en quantité d'informations et tout ça, quoi. Donc je pense qu'au fil de l'album, j'ai réussi à me détacher un petit peu de comment dirais-je, du maître, quoi. C'est ça qui me plaisait au départ, qui me plaît beaucoup dans les romans de Telet, c'est qu'il arrive à raconter des choses absolument abominables sur un ton assez goguenard et assez moqueur, quoi. Et c'est ça qui fait que ces romans sont pleins d'humour et sont truculents et drôles. J'adore ce ton-là. Je me reconnais moi aussi dans ce ton-là. C'est un humour que j'adore. Donc je me suis dit, voilà, ça je veux absolument retrouver cet esprit. Mais j'avais bien en tête que, en transposant le roman en bande dessinée, donc en y amenant de l'image,
l'équilibre entre le macabre et le grotesque allait peut-être être chamboulé. Et je pense que par rapport au roman, autant dans le roman il est drôle tout le temps, même quand il raconte des choses abominables, il reste tout le temps drôle, autant dans la BD, l'image à de nombreux moments prend le dessus et la violence qui est exprimée dans les images passe au premier plan la plupart du temps dans la BD. Donc du coup c'était nécessaire de rééquilibrer ça par des scènes effectivement où je mets en avant là pour le coup vraiment un côté grotesque, voire burlesque même dans certaines scènes qui sont totalement surréalistes.